nous avons construit l'œil le plus avancé de l'histoire humaine. Le télescope James Webb, avec son miroir plaqué or de 6,5 mètres. Mais cette puissance monumentale nous a surtout montré une chose, l'étendue de notre ignorance. Le télescope a visé l'aube de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Et là-bas, il a découvert des galaxies gigantesques, formées seulement 300 millions d'années après le Big Bang. C'était impossible, car selon les lois de la physique, elles n'auraient jamais dû apparaître si tôt. De plus, ces galaxies portèrent les traces de multiples générations d'étoiles. Mais le plus choquant n'est pas là. Cette découverte soulève une question vertigineuse. Le Big Bang était-il vraiment un commencement? Si ces questions résonnent aussi dans ton esprit, rejoins la chaîne immédiatement et aime cette vidéo, car les fondements même de la cosmologie sont peut-être en train d'être réécrits. Sois prêt. Nous commençons. Pendant des années, le monde scientifique a cru en une chronologie claire du commencement de l'univers. Une frise temporelle qui décrivait un cosmos de près de 14 milliards d'années après le Big Bang. Tout correspondait à ce modèle. Tout était logique. Mais, un jour, le télescope spatial James Webb a regardé dans ce vide profond. Et il a tout ébranlé, car le télescope a découvert quelque chose qui a renversé toutes les théories connues. Nous savons maintenant que notre histoire des premiers instants de l'univers est peut-être incomplète. C'est pourquoi nous sommes obligés de repenser les secrets les plus fondamentaux du cosmos. Au cœur de cette révolution se trouve une idée simple. Le Webb ne voit pas l'univers comme nous le voyons, car il ne se concentre pas sur la lumière visible, mais sur la lumière infrarouge. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez-y de cette façon. Un télescope normal est comme nos yeux. Mais Webb est une caméra thermique conçue pour l'univers. Il ne voit pas la lumière, mais la chaleur émise par les objets. Cette capacité le distingue radicalement des télescopes précédents, comme Hubble. Car, à mesure que l'univers s'étend, la lumière des galaxies les plus lointaines s'étire. Elle s'allonge comme un élastique. C'est pourquoi la lumière normalement visible à l'œil nu se transforme en lumière infrarouge après un voyage de plusieurs milliards d'années. Webb a été conçu précisément pour capturer cette lumière fatiguée. Il peut détecter des signaux dont la longueur d'onde se situe entre 0,6 et 28 micromètres. Il peut ainsi voir des photons qui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Pourquoi est-ce important? Parce que la lumière de l'aube de l'univers, c'est-à-dire de la formation des premières étoiles et galaxies, est précisément sous cette forme. Sans les yeux infrarouges de Webb, nous serions complètement aveugles au premier chapitre de l'histoire cosmique. Il était la clé qui nous fait entrer dans la salle de naissance de l'univers. Mais, pour voir l'aube de l'univers, il ne suffit pas d'avoir un œil spécial. Cet œil doit aussi être gigantesque. C'est là qu'intervient le prodige d'ingénierie de Webb. Le cœur du télescope est son immense miroir primaire, de 6,5 mètres de diamètre. Alors, ce chiffre seul ne signifie peut-être pas grand-chose. Mais, si vous le comparez au miroir de 2,5 mètres de Hubble, vous réalisez le bond de géant que représente Webb. Un plus grand miroir signifie plus de lumière collectée, ce qui signifie pouvoir voir des objets plus faibles et plus lointains. Le miroir n'est pas d'une seule pièce, car il était impossible de faire tenir un miroir aussi grand en une seule pièce dans une fusée. C'est pourquoi les ingénieurs l'ont construit à partir de 18 segments hexagonaux. Chaque segment est fabriqué en beryllium ultra léger,
un métal qui conserve sa forme dans le froid glacial de l'espace. Et il est recouvert d'une fine couche d'or qui réfléchit la lumière infrarouge avec une efficacité extraordinaire. Ce plaquage d'or n'a que 100 nanomètres d'épaisseur, si l'on pense qu'un cheveu humain mesure environ 800 000 nanomètres. C'est une finesse incroyable. Ces segments de miroir doivent être alignés les uns par rapport aux autres dans l'espace avec une précision nanométrique. Cela permet au télescope de faire une mise au point parfaite. Cette ingénierie est la preuve de la puissance de Webb, car pour entendre le murmure le plus lointain, il faut avoir la plus grande oreille. Le miroir doré de Webb est cette oreille gigantesque qui écoute les plus anciens murmures de l'univers. Avoir un œil et une oreille aussi sensibles a un prix. Le silence absolu. Pour Webb, ce silence signifie un froid absolu, car la moindre chaleur émise par le télescope lui-même noirait les faibles signaux venus de milliards d'années-lumière. Comment alors se protéger de la chaleur écrasante du Soleil, de la Terre et de la Lune? La réponse est un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis. Ce bouclier est un immense parasol à 5 couches qui se déploie dans l'espace. Chaque couche est faite d'un matériau spécial appelé Kapton, plus fin qu'un cheveu humain. Ces couches réfléchissent la chaleur incidente et la renvoient dans les profondeurs de l'espace. Ce système est si efficace que, tandis que le côté du bouclier faisant face au Soleil chauffe jusqu'à environ 125 degrés Celsius, le côté ombragé où se trouve le télescope reste à une température glaciale de moins 233 degrés Celsius. C'est encore plus froid que la surface de Pluton. Cette différence de température de près de 360 degrés est une nécessité pour la survie de Webb, car c'est seulement dans cet environnement extrêmement froid que les détecteurs infrarouges du télescope peuvent être débarrassés du bruit thermique. Et c'est seulement ainsi qu'il peut détecter les faibles signatures thermiques qui renferment les secrets les plus profonds de l'univers. Sans ce bouclier, Webb serait aveuglé par sa propre chaleur. C'est pourquoi il n'est pas seulement une protection, mais la raison d'être du télescope. Comme vous le voyez, tout est lié pour capturer la lumière la plus ancienne de l'univers. Vous avez besoin d'une vision infrarouge pour collecter cette faible lumière infrarouge. Vous avez besoin d'un miroir en or géant. Et pour que ce miroir fonctionne, vous avez besoin d'un bouclier géant pour le maintenir à une température glaciale. Mais toute cette technologie incroyable a été réunie dans un seul but: regarder le plus loin possible, c'est-à-dire au tout début des temps. Mais, lorsque cette machine incroyable a atteint sa destination, elle n'a pas trouvé le paysage attendu, car lorsqu'elle a regardé dans le coin le plus reculé de l'univers, ce qu'elle a vu n'était pas compatible avec nos théories. Ce qu'elle a vu semblait impossible. Tout a commencé avec la nature de la lumière elle-même, avec un secret tissé dans la trame de l'univers, avec ce long, très long voyage que la lumière fait à travers le temps. Et ce voyage allait révéler une vérité bien plus étrange que nous ne l'imaginions. Car lorsque la lumière nous parvient, elle ne transporte pas seulement une image, elle transporte le temps lui-même. C'est la vérité la plus fondamentale et la plus ahurissante de la cosmologie. L'univers est une machine à remonter le temps, et les télescopes sont les fenêtres de cette machine. Qu'est-ce que cela signifie? La lumière se déplace à une vitesse vertigineuse d'environ 300 000 km par seconde. Mais l'univers est si vaste que même cette vitesse incroyable ne suffit pas pour un voyage instantané.
Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, car c'est le temps que met sa lumière pour nous parvenir. Quand vous regardez notre étoile voisine la plus proche, Proxima du Centaure, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4,2 ans. Mais ce n'est que le début. Lorsque vous pointez votre télescope vers la galaxie voisine d'Andromède, ce que vous voyez date d'il y a 2,5 millions d'années. Lorsque cette lumière a commencé son voyage, les humains modernes n'avaient pas encore évolué sur Terre. Le télescope Webb pousse ce principe à son extrême limite, car il observe des galaxies dont la lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Cela signifie que nous voyons des structures qui existaient lorsque l'univers lui-même avait moins d'1 milliard d'années. C'est pourquoi, regarder le ciel, c'est comme tourner les pages d'un livre d'histoire. Chaque point de lumière est une lettre venue du passé. Ce principe nous permet d'observer directement l'évolution de l'univers. Car, en étudiant des galaxies à différentes distances, nous obtenons des instantanés de différents moments de l'histoire cosmique. Mais, comment savoir quand une lettre a été envoyée sans le cachet de la poste sur l'enveloppe? Pour les astronomes, ce cachet est un phénomène appelé décalage vers le rouge. Pour comprendre cela, imaginez la sirène d'une ambulance qui s'approche de vous. Les ondes sonores se compressent et le son devient plus aigu. Lorsque l'ambulance s'éloigne de vous, les ondes sonores s'étirent et le son devient plus grave. La lumière aussi est une onde. Et comme l'univers est en expansion constante, les galaxies lointaines s'éloignent constamment de nous. C'est pourquoi la longueur d'onde de la lumière qui nous parvient d'elle s'étire et s'allonge pendant ce voyage, tout comme le son de la sirène. La lumière bleue, à courte longueur d'onde, visible à l'œil nu, se décale vers la longue longueur d'onde de la lumière rouge. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Chez les astronomes mesurent ce décalage avec un nombre appelé Z-OD. Plus la valeur de Z est élevée, plus l'objet est lointain et plus il est ancien. Une galaxie avec une valeur Z égale 1 signifie que la longueur d'onde de sa lumière a doublé. Mais Webb peut voir des galaxies avec une valeur Z supérieure à 10. Cela signifie que la longueur d'onde de la lumière partie de ces galaxies s'est allongée de plus de 11 fois. Pourquoi cette mesure est-elle si critique? Parce que le décalage vers le rouge ne nous dit pas seulement à quelle distance se trouve une galaxie. Il nous dit aussi quel âge avait l'univers au moment où la lumière est partie. C'est la règle cosmique de l'univers. Sans cette règle, tout ce que nous verrions ne serait que de belles lumières dénuées de sens. Pour pouvoir faire ces observations incroyablement précises, le télescope doit être dans une position parfaite. Il ne doit jamais être dérangé, ne serait-ce qu'un instant. C'est pourquoi Webb ne tourne pas en orbite autour de la Terre. Il se trouve très loin de nous, à environ 1 500 000 km, en un point spécial connu sous le nom de point de Lagrange 2 ou L2 en abrégé. C'est un endroit magique où les forces de gravité du Soleil et de la Terre atteignent un équilibre parfait avec la force centrifuge du télescope. Qu'est-ce que cela signifie? Webb reste en quelque sorte suspendu dans les airs à ce point. Il tourne autour du Soleil avec la Terre. Ainsi, son gigantesque bouclier solaire peut toujours garder le Soleil, la Terre et la Lune derrière lui. Cela garantit que les instruments du télescope restent en permanence à cette température vitale de moins 233 degrés. Les télescopes en orbite terrestre comme Hubble entrent et sortent constamment de l'ombre de notre planète. Mais Webb, au point L2,
a une vue ininterrompue et claire de l'univers. Pourtant, cette position comporte un risque majeur. C'est un endroit trop éloigné pour que les astronautes puissent l'atteindre. Hubble a été réparé à plusieurs reprises. Mais, pour Webb, il n'y a pas de seconde chance. Après son lancement, chaque pièce, chaque mécanisme devait fonctionner parfaitement pendant au moins 10 ans. Cela montre à quel point chaque instant de la mission est précieux et risqué. L2 est le sanctuaire de Webb. Mais c'est aussi sa forteresse de solitude. Maintenant, vous pouvez voir l'image complète. Nous avons un œil infrarouge conçu pour voir la lumière la plus ancienne, la plus fatiguée de l'univers. Nous avons un miroir en or géant pour collecter cette faible lumière. Nous avons un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis pour protéger ce miroir et ses détecteurs. Nous avons une règle appelée décalage vers le rouge pour mesurer l'âge de la lumière que nous voyons. Et nous avons un point d'observation parfait à 1 500 000 km de la Terre pour faire fonctionner tout ce système. Pendant des décennies, les scientifiques ont construit cette machine incroyable pour confirmer une seule chose. L'histoire de la formation lente et graduelle de l'univers prédite par la théorie du Big Bang, Birdsop-Mez. Lorsque Webb a envoyé ses premières données de l'aube de l'univers, Collins, il a ébranlé certaines des hypothèses fondamentales de cette histoire. Car les choses qu'il a vues n'avaient pas leur place là-bas. Elles s'étaient semblées formées trop tôt. Elles étaient trop développées. C'est pourquoi nous devons maintenant poser cette question. Quelles étaient ces structures impossibles trouvées par Webb? Que nous disaient ces premières découvertes, qui ont bouleversé les lois connues de la physique et la chronologie de l'univers? Et quand ces premières données sont arrivées sur Terre, tout a changé. Des décennies de théories ont été ébranlées, car ce que Webb a trouvé, ce n'étaient pas les bébés cosmiques attendus. Ce qu'il a vu était impossible. Voici ces découvertes choquantes. Le premier choc fut les galaxies trop vieilles, bien trop tôt. Ces galaxies ne devaient pas exister. Mais elles étaient par là. La lumière venant des coins les plus sombres du cosmos nous racontait une histoire. Une histoire datant de seulement 300 à 400 millions d'années après la naissance de l'univers. Le modèle cosmologique standard, ça, le modèle lambda, CDM, nous dit que l'accumulation de matière dans les premiers temps de l'univers était un processus lent. Selon ce modèle, les premières galaxies auraient dû être petites, irrégulières et primitives. Elles auraient dû grandir lentement en fusionnant sur des milliards d'années. Mais les structures trouvées par Webb n'étaient pas petites. Elles étaient gigantesques. Certaines avaient déjà atteint des masses aussi importantes que la Voie lactée aujourd'hui, et c'était un développement de plusieurs milliards d'années plus rapide que le calendrier évolutif attendu. Selon les théories, il n'y avait pas assez de temps en si peu de temps, c'est-à-dire en seulement quelques centaines de millions d'années, pour qu'une si grande quantité de matière se rassemble. C'était comme si un bébé atteignait la taille d'un adulte quelques semaines après sa naissance. C'est pourquoi les scientifiques n'ont d'abord pas cru aux données. C'est impossible, ont-ils dit, car si ces galaxies étaient presque réelles, alors il y avait une faille majeure dans notre modèle, le plus fondamental de la formation de l'univers. Mais le choc ne s'est pas arrêté là, car ces galaxies n'étaient pas seulement grandes, elles étaient aussi étonnamment matures. C'était une deuxième impossibilité. La maturité d'une galaxie se mesure par les éléments chimiques qu'elle contient. Au début, l'univers n'était composé que des éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium. Les éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, le fer,
sont forgés dans le noyau des étoiles, et ils sont dispersés dans l'espace lorsque ces étoiles meurent et explosent en supernova. Une nouvelle génération d'étoiles naît de ce nuage de gaz enrichi. C'est pourquoi la présence d'éléments lourds dans une galaxie signifie qu'au moins quelques générations d'étoiles y ont vécu et sont mortes. C'est un cycle qui devrait durer des milliards d'années. Mais, lorsque Webb a analysé les spectres de ces jeunes galaxies impossibles, il a trouvé d'abondantes quantités de carbone et d'oxygène, et cela signifiait que de multiples générations d'étoiles avaient déjà accompli leur cycle dans ces galaxies. Alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, ces galaxies se comportaient chimiquement comme si elles avaient des milliards d'années. Cette situation montrait que la formation et la mort des étoiles se produisaient beaucoup plus rapidement et efficacement que nous ne le pensions. Les usines cosmiques produisaient des éléments à une vitesse ahurissante. C'est pourquoi la question « comment ?» a commencé à résonner dans les couloirs du monde scientifique. Et maintenant, voici le vrai monstre. Les galaxies ont grandi rapidement. Elles ont mûri chimiquement rapidement. Mais il y a quelque chose d'autre qui se cache au centre de chaque grande galaxie. Un trou noir supermassif. Oui, Webb les a trouvés aussi, et bien plus gros qu'ils n'auraient dû l'être. C'était la troisième, et peut-être la plus grande impossibilité, car ces trous noirs avaient des masses de centaines de millions, voire de milliards de fois celles du Soleil. Selon les théories standards, un trou noir ne peut grandir qu'en avalant la matière qui l'entoure. C'est un processus lent. Il aurait dû leur falloir des milliards d'années pour atteindre des masses aussi gigantesques. Mais ces monstres trouvés par Webb étaient déjà là, à l'aube de l'univers. Ils avaient grandi main dans la main avec leur galaxie. Cela défiait tout ce que nous savions sur la formation et la croissance des trous noirs. Si peut-être que les trous noirs ne se sont pas formés par l'effondrement d'étoiles, mais par l'effondrement direct de nuages de gaz géants, c'est-à-dire par des scénarios de effondrement direct. Peut-être qu'une physique exotique que nous ne connaissons pas était à l'œuvre. Mais une chose était certaine, dans les premiers temps de l'univers, dans les berceaux cosmiques, des monstres d'une taille inimaginable se cachaient, et personne ne savait comment ils étaient arrivés là si vite. Toutes ces découvertes étaient choquantes individuellement. Mais, lorsqu'elles étaient rassemblées, l'image qui en ressortait était bien plus troublante. Des galaxies grandes, matures, abritant des trous noirs gigantesques en leur centre. Toutes apparaissaient dans une zone interdite de la chronologie de l'univers, et le modèle Lambda C DM prédisait que la mystérieuse matière noire, qui constitue 85% de l'univers, se rassemblait lentement pour former le squelette des galaxies. Mais ces découvertes suggéraient soit que la matière noire était plus grumeleuse que nous le pensions et rassemblait la matière plus rapidement, soit que l'efficacité de la formation d'étoiles était bien au-delà de ce que nous avions imaginé. C'est pourquoi les scientifiques remettent maintenant tout en question. Avons-nous mal compris la vitesse d'expansion de l'univers? Nous trompons-nous sur la nature de la matière noire? Ou bien un processus complètement différent, que nous ne connaissons pas encore et que le modèle standard ne prévoit pas? S'est-il produit dans les premiers instants de l'univers? Ces questions ne concernent pas seulement quelques galaxies. Ces questions concernent le récit fondamental de notre existence. Mais, lorsque nous rassemblons ces découvertes, l'image qui en ressort est bien plus troublante. Car lorsque nous rassemblons ces découvertes,
L'image qui en ressort est bien plus troublante, car il ne s'agissait pas seulement de quelques cas isolés, c'était une tendance. Presque chaque observation en champ profond des premières époques de l'univers racontait la même histoire déroutante, alors que les lois de la physique nous disaient « ralentis ». L'univers semblait crier « plus vite ». Et cette vitesse ne se voyait pas seulement dans les galaxies elles-mêmes, mais même dans les plus grandes structures de l'univers. Cela nous amène à la quatrième découverte choquante, l'illumination plus précoce que prévu de la toile cosmique. L'univers n'est pas une boîte vide, il a un squelette. Cette structure, composée de filaments géants de gaz et de matière noire, s'étendant sur des millions d'années-lumière, est appelée la toile cosmique. Les galaxies sont enfilées comme des perles aux intersections de ces filaments. Nos théories prédisaient que cette toile se formait lentement, que la gravité de la matière noire rassemblait lentement le gaz, et que ce n'est qu'après des milliards d'années que ces filaments commenceraient à briller avec la formation de galaxies. Mais, lorsque Webb a regardé au plus loin, il a vu que ces filaments brillaient déjà de mille feux, alors que l'univers n'avait même pas encore 1 milliard d'années. Les galaxies illuminaient déjà ces autoroutes cosmiques. C'était comme si les lumières des villes sur une autoroute s'allumaient avant même que l'autoroute elle-même ne soit construite. Comment ces structures se sont-elles organisées si rapidement? Le squelette de matière noire s'est-il assemblé beaucoup plus vite que nous ne le pensions? Cette découverte a montré que non seulement les galaxies individuelles, mais aussi l'architecture à la plus grande échelle de l'univers s'est mise en place bien plus tôt que prévu. Il était donc clair que nous avions mal lu quelque chose dans les plans de construction de l'univers. Mais l'histoire de la vitesse et de la formation précoce ne s'arrête pas là. J.K. Webb a découvert que certaines de ces jeunes galaxies n'existaient pas seulement, mais qu'elles brûlaient aussi avec une violence incroyable. C'était la 5e impossibilité, les galaxies à flambée d'étoiles, starburst. Ces galaxies sont des fourneaux cosmiques qui forment des étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, forme en moyenne 1 à 2 nouvelles étoiles par an. C'est comme une chaîne de production calme. Mais certaines de ces premières galaxies monstres trouvées par Webb produisaient des centaines de masses solaires d'étoiles par an. C'était des centaines de fois le taux de production de la Voie lactée. Ce n'était pas une chaîne de production calme, mais un réacteur nucléaire hors de contrôle. Une formation d'étoiles aussi violente est un processus qui devrait s'autodétruire. Car les radiations des étoiles géantes formées et les explosions de supernovas devraient enchasser le gaz restant dans l'espace, arrêtant ainsi la formation de nouvelles étoiles. C'est ce que nous appelons la rétroaction. C'est une soupape de sécurité. Mais, dans ces premières galaxies, la soupape de sécurité ne semblait pas fonctionner. Ou alors, les réserves de gaz étaient aussi énormes qu'elles pouvaient poursuivre le processus malgré cette combustion violente. Cette situation a fondamentalement ébranlé nos modèles de formation de galaxies, car nous devions expliquer comment une galaxie pouvait produire des étoiles si rapidement et si efficacement sans se désintégrer. C'est à ce stade que toutes les pièces s'assemblent. Des galaxies très grandes, très matures, avec des trous noirs géants en leur centre, apparus très tôt sur la toile cosmique et produisant des étoiles à une vitesse incroyable. Cela ne signale pas un seul problème. Cela signale une série de problèmes interconnectés. Et ils aboutissent tous à la même conclusion. Les premières époques de l'univers étaient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides que nous ne le pensions. C'est comme si les tic-tac de l'horloge cosmique battaient beaucoup plus vite à ces premiers moments de l'histoire.
C'est pourquoi les scientifiques sont obligés de revoir les hypothèses les plus fondamentales. Peut-être que les premières étoiles, les étoiles de population 3, étaient beaucoup plus grandes et plus efficaces que nos théories ne le prévoyaient. Peut-être que la nature de la matière noire, au-delà d'être un simple squelette gravitationnel, avait une structure chaude ou auto-interactive, ce qui a permis de rassembler la matière plus rapidement. Ou peut-être la pensée la plus radicale. La théorie du Big Bang elle-même est incomplète. Peut-être que quelque chose qui existait avant a permis à l'univers de faire ce démarrage rapide. Toutes ces découvertes sont comme les pièces d'un puzzle vertigineux. Pourquoi les galaxies sont-elles si grandes? Pourquoi sont-elles si matures? Comment les trous noirs ont-ils grandi si vite? Comment les étoiles se sont-elles formées si rapidement? Comment la toile cosmique s'est-elle illuminée si tôt? Mais, pour faire parler ces photons, c'est un art, c'est une science, en maintenant. Ralentissons un instant le rythme effréné de ces découvertes vertigineuses, car le génie derrière ces trouvailles impossibles est au moins aussi impressionnant que les trouvailles elles-mêmes. Entrons dans la cuisine technique du télescope pour voir comment il a brisé des milliards d'années de silence et résolu les secrets de l'univers. Dans cette cuisine, tout commence avec le code secret transporté par cette seule particule de lumière venue de la galaxie la plus lointaine, Shaw, le photon. Et déchiffrer ce code, c'est comme lire l'empreinte digitale de l'univers. L'instrument qui lit cette empreinte digitale s'appelle un spectrographe. Le spectrographe proche infrarouge de Webb-Shaw ou NIRSPEC est le maître en la matière. Pensez-y ainsi. Chaque produit qui passe à la caisse d'un supermarché a son propre code-barre. C'est lorsque le caissier scanne ce code-barre, il voit instantanément ce qu'est le produit, son prix et toutes ses informations. Eh bien, NIRSPEC est le caissier cosmique de l'univers. La lumière qui arrive est le code-barre d'une galaxie, car la lumière d'une galaxie n'est pas un arc-en-ciel pur. En traversant les nuages de gaz à l'intérieur et autour de la galaxie, cette lumière perd certaines couleurs, c'est-à-dire certaines longueurs d'onde. Chaque élément chimique, comme une éponge, n'absorbe que la lumière de longueur d'onde spécifique et unique. C'est pourquoi, lorsque vous regardez le spectre de la lumière qui atteint le télescope, vous voyez des lignes noires et nettes sur cet arc-en-ciel. Ces lignes sont l'empreinte digitale de l'hydrogène, de l'hélium, de l'oxygène ou du carbone. NIRSPEC, fonctionnant dans la gamme de longueur d'onde de 0,6 à 5 micromètres, détecte ces lignes avec une précision incroyable. Des télescopes précédents, comme Hubble, pouvaient aussi faire de la spectroscopie. Mais la différence avec Webb, c'est qu'il peut faire cette opération pour des galaxies extrêmement faibles, situées à des milliards d'années-lumière, car il possède des lunettes infrarouges spéciales conçues pour cela. Ce mécanisme est si efficace parce que lorsque vous trouvez des lignes d'oxygène ou de carbone dans le spectre d'une galaxie, vous comprenez que cette galaxie n'est plus chimiquement primitive. Cela prouve qu'au moins une génération d'étoiles géantes y est née, a vécu et a dispersé dans son environnement ces éléments lourds qu'elles ont forgés dans leur noyau lors d'une explosion de supernova. C'est la preuve irréfutable de la maturité de la galaxie. Mais, lire ce code-barre cosmique n'est que la première partie de l'histoire, car le vrai secret réside dans à quel point ce code-barre a été étiré. Cela nous amène à la façon dont le décalage vers le rouge.
l'outil de mesure le plus fondamental de l'univers, Hux, est calculé. L'empreinte digitale de chaque élément que nous venons de mentionner, c'est-à-dire ces lignes noires, a des longueurs d'onde fixes connues en laboratoire. Par exemple, l'une des lignes les plus proéminentes de l'hydrogène, la ligne Lyman alpha, apparaît normalement à une longueur d'onde de 121,6 nanomètres. Mais, comme l'univers est en expansion, la lumière d'une galaxie qui s'éloigne de nous s'étire. C'est pourquoi, lorsque nous regardons le spectre de cette galaxie, nous ne voyons pas la ligne Lyman alpha à 121,6 nanomètres, mais à une longueur d'onde beaucoup plus longue. C'est en mesurant cette quantité de décalage que nous calculons la valeur du décalage vers le rouge de la galaxie, c'est-à-dire Z. Par exemple, si nous voyons cette ligne à 1337,6 nanomètres, nous trouvons avec une formule simple que la valeur du décalage vers le rouge de la galaxie est de Z égale 10. Cela signifie que la longueur d'onde de la lumière de cette galaxie s'est allongée de 11 fois pendant son voyage. Et cette valeur de Z nous donne directement la distance de la galaxie et l'âge de l'univers au moment où la lumière est partie. Hubble pouvait faire cette mesure, mais sa vision devenait floue autour de Z égale 7 ou 8. Car à partir de ce point, la lumière sortait complètement du spectre visible pour entrer dans le domaine infrarouge. Webb a été conçu précisément pour ce domaine, c'est-à-dire pour des cibles avec une valeur de Z allant jusqu'à 20. C'est pourquoi il peut voir un royaume où Hubble était aveugle. La mesure du décalage vers le rouge n'est pas une estimation. C'est un calcul physique fondamental basé sur l'expansion de l'univers. C'est pourquoi, lorsqu'un Webb dit qu'une galaxie date de 300 millions d'années après le Big Bang, c'est le résultat de la mesure précise de ces empreintes digitales, étirées dans le spectre. Ces deux mécanismes nous disent ce qu'est une galaxie et quel âge elle a. Mais, pour comprendre les premières époques de l'univers, il ne suffit pas de regarder une seule galaxie, tout comme il ne suffit pas de regarder un seul arbre pour comprendre une forêt. Il faut étudier des centaines, voire des milliers de galaxies pour se faire une image statistique. Alors, combien de temps faudrait-il pour prendre le spectre de tant de galaxies faibles, une par une, avec les méthodes traditionnelles, des décennies? C'est là qu'intervient l'une des technologies les plus révolutionnaires de Webb, le réseau de micro-obturateurs, micro-shutter array, de NIRSPEC. Ce système se compose d'environ 250 000 minuscules volets programmables placés sur une zone de la taille d'un timbre-poste. Chaque volet a la largeur d'un cheveu humain. Vous pouvez l'imaginer avec cette métaphore. Il y a des centaines de galaxies faibles dans un large champ de vision. Si vous voulez seulement recevoir leur lumière et bloquer toute autre lumière brillante et gênante entre et autour d'elles. Ce réseau de micro-obturateurs ouvre les minuscules volets qui correspondent exactement aux galaxies cibles à l'aide d'un aimant. Tous les autres quarts de millions de volets restent fermés. Ainsi, le télescope peut prendre le spectre de près de 200 galaxies différentes en même temps en une seule observation. C'est un bond incroyable en termes d'efficacité. Hubble, ou les télescopes au sol, ne pouvaient généralement prendre le spectre que d'un seul objet à la fois, en recevant la lumière à travers une seule ouverture appelée fente. Il aurait fallu 200 observations distinctes et longues pour 200 galaxies. Webb le fait en une seule fois. Mais c'est pourquoi cette technologie est bien plus qu'une simple augmentation de l'efficacité. C'est une révolution qui permet d'établir une carte démographique de l'univers primitif. Car nous pouvons maintenant regarder non plus des galaxies monstrueuses, isolées
mais les caractéristiques générales des premières populations de galaxies dans leur ensemble. C'est ce triple mécanisme: lire le code-barre chimique de la lumière, mesurer son étirement pour déterminer son âge, et le faire pour des centaines de galaxies en même temps, qui constitue le fondement technique des découvertes choquantes de Webb. La raison pour laquelle les scientifiques disent « cette galaxie n'aurait pas dû exister ». Ce sont les données irréfutables que ces mesures précises leur fournissent. Mais ce n'est qu'une partie des outils de l'arsenal de Webb. Ces mécanismes sont parfaits pour déterminer l'identité générale et l'âge d'une galaxie. Mais, et si nous voulions en savoir plus? Et si nous voulions regarder au cœur poussiéreux des régions de formation d'étoiles d'une galaxie? Ou encore, plus incroyable, chercher les signatures chimiques de la vie dans l'atmosphère d'une exoplanète. Pour cela, Webb dispose d'autres instruments bien plus différents, bien plus spécialisés, car il y a un monde de différence entre prendre une photo de groupe d'une galaxie et compter une par une les molécules de méthane dans l'atmosphère d'une planète. Et ce qui fait cette différence, c'est l'instrument infrarouge, moyen de Webb, ou MIRI. C'est l'arme secrète du télescope. Tandis que NIRSPEC voit la lumière infrarouge chaude émise par les étoiles, jeunes et brillantes de l'univers, MIRI regarde un univers bien plus froid et mystérieux. Pensez-y de cette façon. Quand vous entrez dans une pièce, NIRSPEC voit les ampoules allumées et les surfaces brillantes. Mais MIRI voit la chaleur à peine perceptible émise par les corps humains dans cette pièce. Une tasse de café chaud ou un ordinateur en marche, car MIRI se concentre sur des longueurs d'onde plus longues, c'est-à-dire dans la gamme de 5 à 28 micromètres. C'est la région du spectre où brillent les objets les plus froids et les plus poussiéreux de l'univers. Ces objets sont les nuages denses de gaz et de poussière où naissent les étoiles, les disques planétaires en formation ou les comètes lointaines. Et c'est pourquoi MIRI nous montre non pas le squelette des galaxies, mais leurs organes internes. Il nous permet de voir derrière les rideaux de poussière cosmique que même les télescopes à lumière visible et même NIRSPEC ne peuvent pénétrer. Cette capacité de MIRI le rend inestimable, notamment pour étudier les galaxies à flambée d'étoiles. Car une grande partie de la formation d'étoiles intenses dans ces galaxies est cachée derrière d'épais nuages de poussière. MIRI, en voyant à travers cette poussière, nous permet de mesurer les taux de naissance d'étoiles et l'énergie réelle de ces galaxies. Hubble était complètement aveugle à ces régions poussiéreuses. Il ne pouvait voir que la surface extérieure de la poussière. MIRI Nifatas regarde au cœur de ce nuage de poussière comme avec une endoscopie. C'est pourquoi MIRI est un outil indispensable pour comprendre les processus les plus dynamiques et les plus secrets de l'univers. Mais cette incroyable capacité de MIRI a un prix très élevé, un froid extrême, car plus la température d'un objet est basse, plus la longueur d'onde de la lumière infrarouge qu'il émet est longue. C'est pourquoi, pour que la propre chaleur de MIRI ne submerge pas les signaux provenant de ces objets froids qu'il essaie d'observer, il doit lui-même être incroyablement froid. Les autres instruments de Webb se refroidissent passivement à moins 233 degrés Celsius à l'ombre du bouclier solaire. Mais ce n'est pas suffisant pour MIRI. MIRI doit être environ 30 degrés plus froid que les autres, c'est-à-dire atteindre moins 266 degrés Celsius. C'est seulement 7 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus basse possible dans l'univers. Comment y parvenir?
C'est là qu'intervient le cryo-refroidisseur spécial de MIRI. C'est un système de réfrigérateur à plusieurs étages en circuit fermé qui utilise du gaz hélium. Ce système fonctionne en continu pour maintenir les détecteurs de MIRI à une température encore plus froide que le reste de l'univers. C'est un sommet absolu de l'ingénierie, car atteindre des températures aussi basses dans le vide de l'espace et les maintenir pendant des années nécessite une technologie incroyable. L'une des phases les plus difficiles et les plus longues du développement de Webb a été la conception et le test de ce cryo-refroidisseur, car la moindre fuite ou panne aurait laissé MIRI complètement aveugle. Qui sait pourquoi? Ce système, qui alimente le cœur le plus froid de Webb, n'est pas seulement une partie du télescope, mais aussi l'une de ses plus grandes victoires technologiques. Sans ce refroidisseur, les salles d'accouchement les plus poussiéreuses et les plus excitantes de l'univers seraient restées secrètes pour toujours. Ces instruments nous disent quoi et où. Mais il y a une autre question tout aussi importante pour un télescope. Où est-ce que je regarde exactement? James Webb est un vaisseau spatial se déplaçant à des kilomètres par seconde, à 1 500 000 kilomètres de la Terre. Comment est-il possible qu'il puisse se verrouiller sur des cibles aussi éloignées et faibles, et rester sur cette cible pendant des heures, voire des jours, sans dévier d'1 millimètre? La réponse réside dans le duo de héros méconnus de Webb, que le capteur de guidage de précision, Fin Guidance Sensor FGS, et l'imageur, proche infrarouge et spectrographe sans fente, NIRISS. Vous pouvez penser au FGS comme au timonier sur le pont d'un navire. Il n'a qu'une seule mission, vérifier la position de l'étoile cible que le télescope regarde 16 fois par seconde, et détecter la moindre déviation pour envoyer immédiatement des commandes de correction. C'est beaucoup plus rapide qu'un clignement d'œil humain. Cette correction constante permet à Webb d'obtenir ces images incroyablement nettes et stables. Sans cette précision, toutes ces galaxies lointaines apparaîtraient comme une tache floue sur de longues expositions. Le FGS est la main ferme de Webb. Mais son partenaire NIRISS a aussi une capacité très spéciale. Il utilise une technique appelée spectroscopie sans fente. Cette technique est particulièrement puissante pour étudier les atmosphères d'exoplanètes. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile est filtrée à travers l'atmosphère de la planète avant de nous parvenir. NIRISS, en prenant le spectre de cette lumière filtrée, peut détecter quels produits chimiques, comme l'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, sont présents dans l'atmosphère. C'est l'une des méthodes les plus puissantes pour rechercher des traces de vie. C'est pourquoi le duo FGS et NIRISS fait de Webb non seulement un appareil photo, mais aussi une plateforme de mesure et de découverte de précision. Maintenant, nous voyons l'image technique complète. NIRSpec lit le code-barre chimique des galaxies et mesure leur âge. MIRI regarde derrière les rideaux de poussière pour observer les naissances d'étoiles. Le FGS verrouille le télescope sur sa cible et NIRISS recherche les traces chimiques de la vie dans les atmosphères des exoplanètes. Ces instruments sont comme différents organes fonctionnant dans un seul corps. Chacun est spécialisé dans son domaine, mais tous ensemble, ils nous permettent de comprendre l'univers avec un détail et une profondeur jamais vus auparavant. C'est pourquoi les découvertes de Webb ne sont pas de simples éclats trouvés par hasard. Ce sont des données solides, comme le roc,
obtenue à la suite de décennies de planification et de tests de cette ingénierie et de cette science incroyable. Mais tous ces détails techniques, toute cette ingénierie incroyable nous ramènent au point de départ. Car maintenant, nous n'avons pas seulement des découvertes choquantes, nous avons aussi les preuves techniques irréfutables qui montrent pourquoi ces découvertes sont réelles. C'est pourquoi il est temps de poser cette question. Si les découvertes sont réelles et si elles contredisent nos théories les plus fondamentales, qu'est-ce que cela signifie? Le moment le plus excitant de la science est celui où une anomalie, une incohérence, apparaît. Car ces moments sont les annonciateurs d'une nouvelle révolution. Et les anomalies que Webb nous présente montrent peut-être que nous sommes au seuil de la plus grande révolution de la cosmologie moderne. Car si l'ancienne carte ne fonctionne plus, alors il est temps de dessiner une nouvelle carte. Et cette nouvelle carte a mis le feu à toute la géographie connue. Le temps des explications lentes et calmes était révolu, car les découvertes de Webb n'étaient même pas de simples anomalies. C'étaient des coups de masse portés au cœur de la cosmologie. Le rythme s'accélérait, l'excitation était à son comble. Il était temps de parler non plus des détails techniques, mais de la secousse créée par ces coups de masse, de ces moments épiques, de ces instants impossibles. Car ce que Webb a découvert, ce n'était pas seulement ouvrir une nouvelle page, c'était déchirer le livre d'histoire que nous connaissions. Soyez prêts, car maintenant, nous allons vers ces moments, ces records, ces instants de choc absolu qui ont ébranlé la science. À vitesse maximale, le premier coup est tombé. Son nom, JEDES-GS-Z13-0. Elle ne devait pas exister. Mais elle était là. Webb l'a vue, et le monde scientifique est resté figé. C'était une galaxie. Mais si, pas une galaxie ordinaire. C'était la galaxie la plus lointaine et la plus ancienne jamais observée jusqu'alors. Sa lumière avait voyagé pendant 13,4 milliards d'années pour nous atteindre. Cela signifiait qu'elle existait, alors que l'univers lui-même n'avait que 320 millions d'années. Un clin d'œil, un instant cosmique. Le modèle standard lambda CDM ne permettait pas la formation d'une structure aussi organisée à une époque aussi précoce. Car, selon le modèle, il aurait fallu au moins 400 à 500 millions d'années pour que la gravité de la matière noire rassemble la matière et forme les premières galaxies naines. Mais JADES-GS-Z13-0 était là des centaines de millions d'années avant cette limite théorique. Et ce n'était pas seulement un nuage de gaz. C'était déjà une structure organisée contenant des centaines de millions de masses solaires d'étoiles. Comment était-ce possible? C'était comme si le 10e étage d'un bâtiment était terminé avant même que les fondations ne soient apposées. Les lois de la physique s'effondraient, car cette seule galaxie suffisait à dynamiter nos hypothèses les plus fondamentales sur la vitesse de formation de l'univers. Lorsque les premiers articles ont été publiés, la communauté scientifique s'est divisée en deux. Ceux qui disaient « les données doivent être erronées » et ceux qui disaient « notre théorie doit être erronée ». Mais les données étaient solides comme le roc. C'est pourquoi ce qui a été vraiment ébranlé, ce sont les fondements de la théorie sur laquelle nous avions construit notre compréhension de l'univers depuis des décennies. Ce n'était pas seulement un record, c'était une rébellion. Mais ce n'était que le début.
car Webb n'a pas seulement vu le plus lointain, il a aussi vu les plus IMPOS, si péniblement développés. Deuxième coup, les briseurs d'univers, Universe Breakers. C'était un groupe de 6 galaxies gigantesques, et toutes existaient lorsque l'univers avait entre 500 et 700 millions d'années. Le problème? Ces galaxies étaient 10 à 100 fois plus massives que la masse maximale autorisée par la théorie. Elles avaient atteint des masses proches de la masse actuelle de notre galaxie, la Voie lactée. Elles avaient accompli en quelques centaines de millions d'années un processus de croissance qui aurait dû prendre des milliards d'années. C'était comme si un gland se transformait en un chêne géant en une semaine. Impossible. Mais c'était réel, et il y avait plus. Ces galaxies n'étaient pas seulement grandes, elles semblaient aussi étonnamment rouges et calmes. En astronomie, rouge signifie des populations d'étoiles âgées. Ces galaxies ne ressemblaient pas à des monstres bleus, brillants de formation d'étoiles, jeunes et chaotiques, mais à des galaxies calmes et matures, comme si elles existaient depuis des milliards d'années. Comment cela pouvait-il être? Cela signifiait que la formation d'étoiles dans ces galaxies avait déjà commencé, atteint son apogée, puis s'était arrêté. Et tout cela s'était produit dans les premiers 5% de la durée de vie de l'univers. Quand les scientifiques ont vu cette découverte, ils ont plaisanté en disant « Nous avons cassé l'univers », car ces découvertes ne nécessitaient pas de changer quelques paramètres, mais de réécrire fondamentalement la théorie de la formation des galaxies. Car si ces galaxies étaient réelles, alors, dans les premiers temps de l'univers, la matière s'était transformée en étoiles avec une efficacité ahurissante, par un mécanisme que nous ne connaissions pas. Et puis, le monstre est arrivé. Troisième coup, le plus effrayant, un quasar. Son nom, J0, 10, 0, plus 2, 8, 02. Les quasars sont les objets les plus brillants et les plus énergétiques de l'univers. Ils sont la lumière émise par un trou noir supermassif en leur centre qui dévore la matière environnante avec une avidité incroyable. La lumière de ce quasar était partie lorsque l'univers n'avait que 900 millions d'années. Mais le vrai choc n'était pas là. Le vrai choc était la masse du trou noir en son centre. 12 milliards de masses solaires. Je répète, 12 milliards de masses solaires. Cela ne pouvait être expliqué par aucun modèle physique connu. Il fallait au moins plusieurs milliards d'années à un trou noir, commençant par l'effondrement d'une étoile, pour atteindre une telle taille en avalant la matière environnante. Mais ce monstre était là, alors que l'univers n'avait même pas encore 1 milliard d'années. Et il était plus brillant que toute sa galaxie. C'était comme si une personne était plus lourde que sa propre ombre. Cette découverte a détruit toutes les théories sur la formation des trous noirs. Y avait-il un mécanisme exotique appelé effondrement direct, où des nuages de gaz géants se transformaient directement en un trou noir, ou peut-être des trous noirs primordiaux que nous ne connaissions pas s'étaient-ils formés dans les premiers instants de l'univers? Ces questions étaient une porte ouverte sur les domaines les plus profonds et les plus sombres de l'astrophysique, car ce monstre de 12 milliards de masses solaires n'était pas seulement une anomalie, c'était l'un des clous les plus lourds enfoncés dans le cercueil du modèle cosmologique standard. C'était la preuve que les premiers temps de l'univers étaient bien plus sauvages et peuplés de monstres que nous ne l'imaginions. Et maintenant, le dernier acte, le chaos absolu. Quatrième coup, la galaxie a flambé d'étoiles. GN-11. Cette galaxie était connue depuis longtemps, découverte par Hubble. Elle avait détenu le record de la galaxie la plus lointaine. Sa valeur de décalage vers le rouge était Z égale 11,1.
Nous la voyons donc telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 400 millions d'années. Mais lorsque Webb l'a regardée, il a vu quelque chose que tout le monde avait manqué. Cette galaxie n'était pas seulement une galaxie formée tôt. C'était l'usine à étoiles la plus violente, la plus productive de l'histoire. Les mesures Max-Sayre précises de Webb ont révélé que cette galaxie, bien qu'environ 25 fois plus petite que la Voie lactée, produisait des étoiles 20 fois plus vite que nous. C'était une efficacité ahurissante, comme si une usine de vélo produisait 20 fois plus de voitures qu'une usine automobile. Mais la vraie folie n'était pas là. Webb a trouvé dans le spectre de cette galaxie les traces d'un élément jamais vu auparavant à une époque aussi précoce de l'univers. L'azote. L'azote est un élément spécial qui met beaucoup de temps à se former, car il n'est produit lentement qu'à la fin de la vie des étoiles de masse moyenne comme le Soleil. Pas par les explosions de supernovas d'étoiles géantes, et que cela signifiait que des étoiles de deuxième, voire de troisième génération, existaient déjà à l'intérieur de Gentirae 11 et que certaines d'entre elles commençaient à achever leur vie. Et tout cela se passait alors que l'univers n'avait que 400 millions d'années. C'était une chaîne d'impossibilités. C'était la preuve que la chronologie cosmique s'était complètement effondrée. Les scientifiques étaient stupéfaits, car cette découverte ne nous disait pas seulement de repenser la formation des galaxies, mais aussi l'évolution stellaire elle-même et la vitesse d'enrichissement chimique de l'univers. De grandes galaxies, des galaxies matures, des trous noirs géants, des naissances d'étoiles hors de contrôle, et surtout, un enrichissement chimique impossible. Tout cela se déroulait dans le berceau de l'univers. À une époque où les théories disaient qu'il devait être calme et tranquille. Ce n'était pas seulement repousser les limites de la physique connue, c'était pulvériser ces limites. Car ce que ces découvertes indiquaient, l'univers primordial avait beaucoup moins de halo de matière noire autour d'elle que prévu. Certaines n'en avaient presque pas du tout. Impossible. Mais c'était là. Les données étaient claires. Cela signifiait dynamiter l'un des piliers les plus fondamentaux de la cosmologie. Car selon le modèle lambda CDIM, les galaxies ne pouvaient pas exister. Du moins, pas sans matière noire. La matière noire agit comme une encre gravitationnelle, créant un puits où la matière ordinaire se rassemble pour former des étoiles et des galaxies. C'est un squelette invisible. Mais ces galaxies sans matière noire, trouvées par Webb, étaient comme un corps sans squelette. Comment cela pouvait-il être? Ces galaxies avaient atteint des milliards de masses solaires, et elles l'avaient fait sans cette encre invisible qui aurait dû les maintenir ensemble. Cette découverte a provoqué un séisme dans le monde scientifique. Certains scientifiques ont suggéré que c'était la preuve que nous nous trompions sur la nature de la matière noire. Peut-être que la matière noire n'était pas quelque chose de froid et de lent, comme nous le pensions. Peut-être avait-elle une structure auto-interactive, ce qui la faisait se distribuer différemment. D'autres ont avancé une idée encore plus radicale. Et si la matière noire n'existait pas du tout? Cela a mis sur le devant de la scène des théories de gravité modifiée, qui allaient au-delà des théories d'Einstein, nécessitant de réécrire les lois de la gravité. Cette seule découverte nous a ramené à la question la plus fondamentale de la cosmologie. Qu'est-ce que cette mystérieuse matière qui constitue 85% de l'univers? Et si certaines galaxies peuvent exister sans elle? Alors nous devions réécrire l'histoire de la formation
de l'univers depuis le début. Mais les armes de Webb n'étaient pas encore épuisées, car il pouvait regarder non seulement les galaxies lointaines, mais aussi la lumière la plus ancienne de l'univers, cette tache de naissance cosmique. 6e coup, la tache froide dans le fond diffus cosmologique. Cette tache était une région beaucoup plus grande et beaucoup plus froide que prévu sur la carte la plus ancienne de l'univers, c'est-à-dire dans la première lumière, datant de 380 000 ans après le Big Bang. Elle était connue depuis des années. Mais personne ne pouvait l'expliquer complètement. Selon le modèle standard, une fluctuation de température aussi grande ne devrait pas exister. La probabilité était inférieure à 1 sur 1000. Mais elle était là. Webb, avec son incroyable sensibilité, a regardé dans le vide devant cette tache froide. Et il a découvert quelque chose de choquant. Si devant cette tache, il n'y avait presque aucune galaxie. C'était l'un des plus grands vides de l'univers. Un supervide. Une mer de néant de plusieurs milliards d'années-lumière de large. Cette découverte a encore approfondi le mystère de la tache froide, car ce supervide pouvait expliquer une partie de la baisse de température de la tache. Mais pas la totalité. Il restait des possibilités troublantes. Et si cette tache froide était la trace de la collision de notre univers avec un autre univers parallèle, c'était une possibilité spéculative mais ahurissante, qui soutenait la théorie des multivers. Ou était-ce un signe qu'il y avait quelque chose que nous ne savions pas dans notre théorie de l'inflation des premiers instants de l'univers? Cette tache froide n'était pas seulement une anomalie. C'était un murmure que le modèle standard ne pouvait pas expliquer, ouvrant potentiellement la porte à une nouvelle physique, voire à une nouvelle compréhension de la réalité. Webb nous a permis d'entendre ce murmure plus clairement que jamais. Et ce que nous avons entendu nous a fait remettre en question tout ce que nous savions. Et maintenant, nous arrivons au moment où tout se rejoint. 7e coup, le plus philosophique, la tension de Hubble. C'était un problème qui durait depuis des décennies. Mais Webb, au lieu de le résoudre, l'a encore approfondi. Le problème était le suivant. Nous avons 2 méthodes principales pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers, la constante de Hubble. La première méthode consiste à calculer la vitesse d'expansion de l'univers local, en mesurant les distances des galaxies proches et des supernovas avec des télescopes comme Webb. La deuxième méthode consiste à calculer la vitesse d'expansion de l'univers primitif, en regardant les fluctuations du fond diffus cosmologique et à projeter cette vitesse jusqu'à nos jours. Selon le modèle standard, ces 2 valeurs devraient être identiques. Mais elles ne le sont pas. Il y a une différence d'environ 9%, et cette différence est trop grande pour être une erreur statistique. Webb, avec ses mesures ultra précises, a confirmé les mesures de l'univers local. La différence était toujours là. Elle est même devenue plus prononcée. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas entre l'univers primitif et l'univers actuel. Peut-être que la force de l'énergie sombre change avec le temps. Peut-être qu'une nouvelle particule que nous ne connaissons pas, appelée radiation sombre, a provoqué une expansion plus rapide de l'univers primitif. Ou peut-être la possibilité la plus bouleversante, le modèle cosmologique standard lui-même. Lambda, CDM, est fondamentalement faux. La tension de Hubble n'est plus seulement une tension. C'est la plus grande crise de la cosmologie. Et Webb se trouve au centre de cette crise. Car ces données nous disent que l'univers nous raconte 2 histoires différentes. Et nous avons un besoin urgent d'une nouvelle physique, d'un nouveau récit,
pour unir ces deux histoires. Des galaxies sans matière noire est une tache froide portant des traces d'univers parallèles. Et une crise montrant que l'univers s'étend à deux vitesses différentes. Voilà ce qui est sorti de la boîte de Pandore, ouverte par Webb. Ces découvertes allaient bien au-delà de la question « Pourquoi cette galaxie s'est-elle formée tôt ?» Maintenant, les questions étaient beaucoup plus fondamentales. Les lois de la gravité sont-elles complètes? Que sont la matière noire et l'énergie sombre? Le Big Bang était-il vraiment le début de l'histoire? C'est l'un des moments les plus excitants, les plus effrayants et les plus porteurs d'espoir de la science. Car là où les anciennes cartes ne fonctionnent plus, de nouveaux mondes commencent pour les explorateurs. Et Webb nous a amenés sur les rivages de ce nouveau monde. Mais maintenant, il est temps de ralentir un instant après cette vitesse vertigineuse. Il est temps de s'arrêter et de respirer au milieu de ces découvertes épiques, de ces records et de ces crises. Car au-delà de tous ces chiffres, de toutes ces théories, il y a une question plus importante que nous devons nous poser. Que signifie tout cela pour nous? Comment cette révolution cosmique change-t-elle notre compréhension de notre place dans l'univers? Car ce n'est pas seulement une histoire de galaxies, c'est notre histoire. Et plonger dans les couches les plus philosophiques, les plus profondes de cette histoire, et plonger dans les couches les plus philosophiques, les plus profondes de cette histoire, exige de ralentir après cette vitesse vertigineuse, de s'arrêter et de réfléchir. Ce n'est plus le moment d'accélérer, mais de respirer. Ce n'est plus le moment d'écouter le choc des découvertes, mais l'écho que ces découvertes créent dans notre âme. Car les images magnifiques et les données bouleversantes que le télescope Webb nous envoie ne dessinent pas seulement un portrait de l'univers, mais aussi un portrait de nous-mêmes. C'est pourquoi, maintenant, en dépassant tous ces chiffres, ces théories et ces crises, nous faisons face à cette question la plus fondamentale, la plus humaine, face à tout ce qui se passe dans cette nouvelle image de l'univers. Quelle est exactement notre place? En cherchant la réponse à cette question, nous nous trouvons au milieu d'une série de paradoxes profonds et troublants, mais aussi fascinants. Voici le premier paradoxe, l'opposition de la dimension et du sens. D'un côté, il y a un univers observable qui s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, défiant les limites de notre imagination. Une immensité ahurissante qui abrite plus de 2000 milliards de galaxies, chaque galaxie accueillant des centaines de milliards d'étoiles. Et Webb nous montre les points les plus extrêmes de cette immensité. Ses premières lumières tremblantes à 13,4 milliards d'années-lumière. Mais, de l'autre côté, au milieu de cet océan cosmique, dans la banlieue d'une galaxie ordinaire appelée la Voie lactée, en orbite autour d'une étoile moyenne appelée le Soleil. Nous nous tenons sur un pâle point bleu, avec notre taille d'environ 1,7 mètres. Nous sommes un hasard biologique, plus petit qu'un grain de poussière sur cette scène gigantesque. Comment ces deux réalités peuvent-elles exister simultanément? Cette grandeur incommensurable et cette petitesse incommensurable. C'est l'une des vérités les plus tragiques de l'univers, car cela signifie que nous ne pourrons jamais atteindre physiquement ces magnifiques galaxies, ces nébuleuses scintillantes. La lumière de JADES GS Z13-0 a mis 13,4 milliards d'années à nous parvenir, même avec nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. Il nous faudrait plus que l'âge de l'univers pour y arriver. Ces distances ne sont pas des obstacles que nous pouvons surmonter, mais une limitation fondamentale de notre existence.
C'est pourquoi ces mondes nous sont à jamais fermés. Mais, et ce mais change tout. Même si tu ne pourras jamais aller dans cette galaxie est venue à toi. Ces photons fatigués qu'elle a émis il y a 13,4 milliards d'années ont traversé le tissu de l'espace-temps et ont atteint précisément à l'instant où tu existes. Cette planète, le miroir doré de Webb, est finalement ta conscience. Physiquement, nous ne sommes peut-être rien, mais avec notre esprit, notre conscience, nous pouvons voyager vers ces contrées les plus lointaines. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît, témoigne de son propre passé. Tu es au centre même de ce paradoxe. Toi, avec ton corps si petit, tu as le privilège d'être témoin des plus grands secrets de l'univers. C'est la preuve que notre petitesse n'est pas une malédiction, mais peut-être notre plus grande force. Et cela nous amène à un deuxième paradoxe, that's all, plus personnel encore. L'opposition du temps et de l'instant. Et d'un côté, il y a une histoire cosmique vertigineuse de 13,8 milliards d'années. Un univers où les étoiles brûlent pendant des milliards d'années, où les galaxies fusionnent sur des centaines de millions d'années, où le temps s'écoule lentement et majestueusement comme un fleuve. Chaque galaxie que Webb nous montre est une goutte prélevée à un moment différent de ce fleuve. Mais, de l'autre côté, sur la rive de ce fleuve infini, nous nous tenons, avec une vie éphémère d'environ 80 ans, toute l'histoire de notre civilisation, à côté de ces 13,8 milliards d'années, est plus courte qu'un clin d'œil, qu'un millième de seconde. C'est l'une des vérités les plus mélancoliques de l'univers, car individuellement, notre existence est insignifiante à l'échelle cosmique. Nous n'avons pas été témoins de la naissance de l'univers, et nous ne serons très probablement pas témoins de sa fin ultime. Nous sommes de simples figurants dans ce film gigantesque, dont le nom n'apparaît même pas au générique. Les galaxies dont la lumière nous parvient à peine ont peut-être disparu des milliards d'années avant notre naissance et des milliards d'années après notre mort. D'innombrables événements dont la lumière ne nous est pas encore parvenue se produiront. C'est pourquoi nous manquons presque toute l'histoire. Mais, et ce mais rend à nouveau tout significatif, ce court instant, ce clin d'œil, a suffi à tout changer. Car toi, dans ta vie de 80 ans, tu possèdes une conscience capable d'apprendre non seulement ton propre passé, mais aussi les 13,8 milliards d'années du passé de l'univers. C'est dans ce court intervalle, cet être qui s'est assemblé à partir de poussière d'étoiles pour y retourner. Ensuite, a construit des outils pour percer les secrets de l'univers. Nous avons construit le télescope Webb. Nous avons réécrit la chronologie de l'univers. Tu fais partie de cette existence instantanée. Tes souvenirs, tes rêves, tes joies et tes peines se vivent à l'intérieur de cet instant cosmique. Et peut-être que la valeur d'un instant ne se mesure pas à sa longueur, mais à la profondeur de sens et de conscience qu'il contient. Et cette conscience nous entraîne vers un troisième paradoxe, le plus troublant, l'opposition de la connaissance et de l'ignorance. D'un côté, il y a le pouvoir incroyable que la science et la technologie nous ont donné. J'ai un esprit capable de décomposer la lumière pour lire ses empreintes chimiques, de calculer l'âge d'une galaxie d'il y a 13,4 milliards d'années, de mettre en formule les lois les plus fondamentales de l'univers. C'est la plus grande victoire de l'humanité. Nous sommes des êtres qui cherchent et créent du sens. C'est pourquoi nous construisons des modèles comme Lambda, C, D, M, pour expliquer l'univers. Nous essayons d'apporter un ordre, une logique à l'univers. Mais,
de l'autre côté, il y a cette ignorance profonde, insondable, que chaque nouvelle découverte de Webb nous jette cruellement au visage. Les briseurs d'univers nous ont montré que nous ne connaissions pas la formation des galaxies. Les galaxies sans matière noire nous ont montré que nous ne comprenions pas le squelette de l'univers. Chez la tension de Hubble nous a montré que nous ne pouvions même pas résoudre complètement la dynamique la plus fondamentale de l'univers. C'est la vérité la plus humble de l'existence. Car, à mesure que notre horizon de connaissance s'élargit, nous voyons plus clairement l'immensité de l'océan d'ignorance qui se trouve au-delà de cet horizon. Chaque réponse amène avec elle 10 nouvelles questions plus difficiles. C'est pourquoi nous n'atteindrons peut-être jamais une théorie du tout ultime de l'univers. Peut-être que le cosmos est trop complexe et mystérieux pour que nos esprits limités puissent le saisir pleinement. C'est en partie une situation tragique. Mais, et ce « mais » est peut-être le plus important. Peut-être que le vrai miracle n'est pas de trouver les réponses, mais notre capacité à continuer de poser des questions. Peut-être que ce qui nous rend humains, ce n'est pas ce que nous savons, mais notre curiosité et notre quête sans fin face à ce que nous ne savons pas. Ce mystère n'est pas un échec, mais une invitation. C'est le carburant qui nous pousse à avancer, à construire de nouveaux télescopes, à développer de nouvelles théories. Toi aussi, tu vis avec les mystères de ta propre vie. Chaque jour, tu rencontres plus de questions que de réponses. Et peut-être que la leçon la plus importante que l'univers nous enseigne est que le sens n'est pas une destination à atteindre, mais le voyage lui-même. Ce sont ces 3 oppositions, notre grandeur et notre petitesse, notre permanence et notre fugacité, notre connaissance et notre ignorance, qui définissent notre place dans la nouvelle carte de l'univers de Webb. Nous sommes des êtres qui se tiennent à l'intersection même de ces paradoxes. Mais ce voyage philosophique ne s'arrête pas là, car il y a une autre opposition, peut-être la plus importante, que ces découvertes révèlent. Et cette dernière opposition ne concerne pas seulement l'univers, mais directement notre espèce. Ce que signifie être humain, notre solitude et notre unité au milieu de cette immense obscurité, et cette dernière opposition, qui ne concerne pas seulement l'univers, mais directement notre espèce, ce que signifie être humain, notre solitude et notre unité au milieu de cette immense obscurité, nous amène au 4e paradoxe, l'opposition de la solitude et de l'unité. D'un côté, il y a le silence et le vide ahurissant de l'univers, un des centaines de milliards de galaxies que nous observons. Aucun signal ne nous parvient, pas de bonjour, pas de message, nous sommes là, aussi. Même les systèmes stellaires les plus proches sont à des voyages de plusieurs générations de nous. Cela nourrit l'une des peurs les plus profondes et les plus ancrées de notre espèce, la solitude cosmique. Sommes-nous seuls dans cet univers immense, froid et indifférent? Ce silence signifie-t-il que notre existence est finalement un hasard dénué de sens? C'est la dimension la plus tragique de l'univers. Car même en regardant dans les coins les plus reculés avec nos télescopes les plus avancés, ce que nous trouvons, c'est plus de vide, plus de silence et rien d'autre que notre propre écho. C'est comme être seul sur un radeau au milieu d'un océan, mais un océan sans rivage. Si c'est pourquoi cette connaissance peut nous pousser vers un profond sentiment d'isolement. Mais, et ce « mais » est peut-être le plus grand espoir de l'humanité. Même dans cette solitude, nous n'avons jamais été seuls. Car le télescope spatial James Webb lui-même est la preuve vivante de ce paradoxe. Ce télescope n'est pas le produit d'une seule nation,
d'un seul esprit. C'est le résultat du rêve et du travail commun de dizaines de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens de dizaines de pays différents, parlant des langues différentes, issus de cultures différentes, pendant des décennies, sous la direction de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, ESA, et de l'Agence spatiale canadienne, ASC. Nous avons regardé ensemble cette solitude cosmique, ce grand silence. Toi aussi, tu fais partie de cette unité, car en regardant ce documentaire, en apprenant ces informations, tu participes à cette curiosité commune de l'humanité. Nous sommes pas semble peut-être seuls dans l'univers. Mais, sur cette planète, en regardant ce ciel, nous sommes plus proches les uns des autres que jamais. Et peut-être que la leçon la plus importante que l'univers nous enseigne est que nous devons remplir le silence extérieur avec le son de notre unité intérieure. Cette unité nous amène à un cinquième et dernier paradoxe, la dynamique la plus fondamentale de l'existence, l'opposition de la destruction et de la création. D'un côté, il y a le pouvoir créatif incroyable de l'univers, en la naissance de nouvelles étoiles et planètes à partir de nuages de poussière et de gaz, la formation de molécules complexes et peut-être l'éclosion de la vie sur d'innombrables mondes comme le nôtre. L'univers est un artiste qui crée sans cesse, or construit, augmente la complexité. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que le moteur de cette création est une destruction inimaginable. Comme Webb nous l'a montré, même les premières époques de l'univers étaient incroyablement violentes. Les étoiles géantes ne vivaient que quelques millions d'années, puis prenaient une fin avec de gigantesques explosions de supernovas qui semaient la mort et la destruction sur une zone des centaines de fois plus grande qu'elle. Les trous noirs étaient des monstres insatiables qui dévoraient tout ce qui les entourait. Étoiles, gaz et lumière. C'est la vérité la plus dérangeante de l'univers. Car cela signifie que chaque belle chose qui existe est construite sur la destruction d'une autre. Les éléments lourds qui nous ont permis d'exister, le carbone, l'oxygène, le fer, sont tous les cadavres d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Chaque atome de notre corps a été forgé un jour au cœur d'une étoile, puis projeté dans l'espace par une violente explosion. C'est pourquoi la vie est une fleur qui a germé sur un cimetière cosmique. Mais, et ce mais, est la poésie de l'existence. Cette destruction n'est en fait pas une fin, mais un commencement. Sans ces explosions de supernovas, ces éléments lourds ne se seraient jamais dispersés dans l'espace. Et sans ces éléments, les planètes rocheuses, les océans, et finalement, nous n'aurions jamais existé. La destruction est le moyen par lequel l'univers se recrée, se transforme en quelque chose de plus complexe, de plus intéressant. C'est un recyclage cosmique. Toi, tu es l'exemple le plus parfait de ce cycle. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Tu es le résultat vivant, respirant de milliards d'années de douleurs de naissance et de mort cosmique, de la danse de la destruction et de la création. C'est pourquoi, au lieu de craindre la destruction de l'univers, peut-être devrions-nous lui être reconnaissants, car nous sommes les phénix nés de ce feu. Face à ces profondes oppositions, que ressens-tu? D'un côté, y a-t-il ce sentiment profond de néant et d'absurdité que tu ressens face à cette immensité ahurissante, ce temps infini et cette ignorance insondable, et le fait que ton existence soit plus insignifiante qu'un grain de poussière, comme la flamme d'une bougie qui peut s'éteindre à tout moment? Pèse-t-il lourd? Ou de l'autre côté,
y a-t-il ce sentiment unique, miraculeux d'unicité et de sens que procure le fait d'avoir toute cette conscience, d'être témoin d'une histoire de 13,8 milliards d'années, de posséder une conscience qui questionne l'univers dans un corps fait de poussière d'étoiles. Cette profonde admiration et cette exultation d'être une note petite mais pensante, sensible et capable de comprendre cette immense symphonie. Et sais-tu quoi? Les deux sont vrais, les deux sont humains, car nous sommes des êtres qui oscillent entre ces deux sentiments. Nous sommes à la fois rien et tout, si nous sommes à la fois absurdes et le sens même par lequel l'univers prend conscience de lui-même. Accepter ce paradoxe est peut-être le commencement de la sagesse. À la fin de ce long et profond voyage, nous savons maintenant que le télescope Webb ne nous a pas seulement envoyé une nouvelle photo de l'univers. Il nous a donné un nouveau miroir pour nous regarder nous-mêmes. Et ce que nous voyons dans ce miroir est un être complexe, contradictoire, mais tout aussi magnifique. Nous savons maintenant que l'histoire de l'univers n'est pas une progression lente et prévisible, mais un récit choquant, plein de crises, de révolutions et de sauts inattendus. Nous savons maintenant que notre petitesse, tatsats, notre fugacité et notre ignorance ne sont pas une faiblesse, mais peut-être le sol le plus fertile où nous trouverons le sens et l'unité. Après ces découvertes vertigineuses et ces réflexions philosophiques, nous approchons de la fin de notre voyage. Il est temps de rassembler toutes ces informations, de compléter la grande image et de questionner le sens ultime de ce nouveau récit de l'univers pour nous. Car cette nouvelle carte nous montre non seulement où l'univers a commencé, mais aussi que notre histoire, depuis le tout début, fait partie de cette symphonie cosmique. Dans ce voyage, nous avons vu comment Webb a ébranlé notre compréhension de l'univers. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Peut-être que les plus grands secrets ne se cachent pas dans les étoiles, mais à l'intérieur des atomes. Les règles étranges du monde quantique pourraient bien régir le cosmos tout entier. Dans notre prochain voyage, nous explorerons si la physique quantique contrôle l'univers macroscopique. Êtes-vous prêts? Nous avons fait face à des vérités choquantes. La question que nous devons nous poser maintenant est « Comment? Comment allons-nous expliquer l'existence de ces structures incroyables? » Pour cela, nous devons regarder non seulement ce que nous avons vu, mais aussi comment nous l'avons vu. Nous devons comprendre quels secrets nous avons extraits de la lumière elle-même. Car les méthodes scientifiques derrière ces découvertes sont au moins aussi admirables que les découvertes elles-mêmes. Comment lisons-nous l'empreinte chimique d'une galaxie? Comment mesurons-nous son âge? Les réponses à ces questions nous mènent au cœur du télescope, au fonctionnement de ces instruments incroyablement précis. Car la clé pour percer les secrets de l'univers est cachée dans les photons collectés par ces instruments et faire parler ces photons.